dit en régie qu'on est en direct et je vois ma tronche sur l'écran de contrôle, ça doit donc être le cas. Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette nouvelle émission, un débrief du MotoGP avec Motomag et surtout avec l'encyclopédie Universalis du slider. J'ai nommé Thomas Beaujard, plus connu chez nous comme Toto en duplex. Thomas, comment ça va ? Bah écoute, jusqu'ici tout va bien. Je suis désolé pour Christophe H, je crois que c'était son prénom, qui se foutait de ma gueule parce qu'il voyait mon pieu. Donc on avait mis un magnifique décor de duplex à New York qui nous a forcément pété entre les doigts. Et donc il a ma chambre en flou. Donc désolé Christophe, si tu veux passer sur notre chaîne, c'est le moment car c'est le seul plan dont nous disposons. Et pour tous les autres, bienvenue. D'accord, en tout cas, moi j'avais réclamé que tu remettes les posters de Samantha Fox dans ta chambre et on les voit toujours pas, mais peut-être qu'un jour tu accéderas à cette demande. Ouais, ça dépend. Dès qu'on passe le million d'auditeurs, j'ai fait péter le mur du fond. Ça va pas tarder. Toto, j'ai pensé à toi hier, je pense tout le temps à toi, mais j'ai particulièrement pensé à toi hier en début d'après-midi. Cette course était fantastique. 4 pôles d'affilée de Fabio Quartararo. Donc déjà, grosse émotion. Il a géré son début de course de manière absolument magistrale, avec des dépassements millimétrés. Il y avait une vraie précision, il y avait une vraie intelligence de la course. Et soudain, c'est le drame. On y met les aérofreins et ça se passe plus comme prévu. Que s'est-il passé, Thomas ? Raconte-nous ça. Eh ben, il s'est passé ce qui s'était déjà passé en 2019, malheureusement. Problème au niveau de l'avant-bras droit. Problème que pas mal de pilotes connaissent. Hein. J'en ai compté déjà, avec certitude, il y en a 7 sur la grille qui se sont fait opérer du syndrome des loges, mais il doit y en avoir plus. En fait, le syndrome des loges, c'est la gaine qui entoure les muscles, qui fait que le muscle, quand il prend du volume, se trouve trop à l'étroit et diminue et voire stoppe la circulation sanguine. Donc c'est très ennuyeux parce qu'on peut plus accélérer, on peut plus freiner et puis surtout ça fait extrêmement mal. Donc la douleur, ils sont habitués. Fabio il nous a expliqué qu'en fait pendant 6 tours il avait combattu cette douleur, mais qu'après il pouvait même plus accélérer à fond et que ça devenait dangereux. Donc il s'est débrouillé du mieux qu'il pouvait pour finir. Il nous a expliqué. Alors après la course, on a la chance de la voir donc en vidéoconférence sur Zoom, qu'on soit sur le paddock ou qu'on soit ailleurs, on n'est pas encore face à face avec les pilotes, sauf en conférence de presse. Mais et donc on voyait qu'il retenait ses larmes. En fait, il était dégoûté parce qu'il s'est vu gagner. Il a effectivement prouvé aux essais qu'il avait un super rythme. Il avait le meilleur rythme en pneus usés. C'était ce qui comptait. L'autre chose qui était vraiment difficile, c'était d'arriver à, s'il ne partait pas en tête, à remonter sans faire surchauffer son pneu avant. Il l'a fait avec une maestria remarquable. Et puis après ça, on lui a retiré son jouet, exactement aussi comme je crois que c'était en 2019 quand il avait cassé sa rotule de sélecteur, enfin la rotule uniball du shifter exactement. Et donc il était désemparé parce que déjà il perd la tête du championnat alors qu'il était capable de si tout se passait bien et qu'il gagnait, d'avoir 24 points d'avance sur le deuxième potentiellement, me semble-t-il. Et puis surtout, il sait pas comment va se passer la suite parce que est-ce qu'il va se faire opérer, oui, non, ou ça. Il nous disait hier, j'ai la tête qui fonctionne plus parce que je sais pas ce que je dois faire. Là, on sait que ce matin, il est revenu en France, il est retourné en France pour prendre des avis médicaux. Le positif dans tout ça, c'est que Jack Miller l'a montré, au Qatar, syndrome des loges, il s'est fait opérer et il était compétitif à la course suivante à Portimao 15 jours après. Donc il s'est déjà fait opérer une fois, Fabio, et il a roulé fraîchement opéré. Ça lui est arrivé juste avant le Mugello, il s'était fait opérer et au Mugello il avait roulé, il était arrivé un peu, je crois qu'il avait fait 6e d'ailleurs, un peu à l'agonie, mais il y était arrivé. Donc à voir, suspense pour la prochaine épreuve au Mans. Alors la bonne nouvelle dans ce que tu nous dis, c'est que les pilotes sont nombreux à être affectés par ce mal. On sait que l'amélioration des freins, des pneus font qu'ils encaissent 2G au freinage, un peu plus de 2G, c'est ça ? Donc j'imagine que l'exercice répété pendant 25 tours, ça met la condition physique à rude épreuve. A priori, ils peuvent se faire opérer et être de nouveau dans les mêmes conditions de forme 10 jours après, c'est ça que tu nous dis ?
C'est qu'ils peuvent rouler déjà. Après, c'est vrai que quand il est arrivé à l'arrivée du Mugello et tu nous as montré son bras, il était vraiment gonflé. Donc c'était impressionnant. Il y a une perte de performance. Il faut savoir que ils étaient plusieurs à se plaindre de leur avant-bras droit. Il y avait, il y avait Bradle qui l'a signalé alors que lui, il l'avait roulé en essai. Il y avait Petrucci aussi qui a dit je l'ai ressenti. Il y avait donc, en fait, Assen, c'est un circuit sur lequel les chronos avoisinent une 40 au tour, on va dire, entre une 38 et une 40, et pendant 30 secondes au tour, ils sont en train de freiner. Et puis ils freinent comme des mules, les pilotes de GP. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on a répertorié, Brembo a répertorié jusqu'à 2,3 G sur une décélération. Je sais plus où c'était, je crois que c'était au Mugello l'année dernière. C'était une première. Normalement, ça tournait autour de un G5 à peu près, c'est-à-dire une fois et demie le poids du pilote dans les bras. Là, ils en sont à presque 160 kilos selon leur poids. Ça sera plus pour Petrucci qui fait 90 kilos équipé que pour un Pedrosa par exemple, mais malgré tout cette hausse des performances des appuis aérodynamiques, de l'adhérence des pneus et tout ça fait que les pilotes atteignent leur limite physique un petit peu comme les pilotes de chasse en avion qui sans combinaison anti-G choperaient le voile noir et s'écraseraient instantanément. Donc là ça devient très compliqué et donc il va falloir se pencher là-dessus aussi au niveau réglementairement, on imagine, parce que si les pilotes doivent repasser sur le billard régulièrement juste pour rouler alors qu'ils ne se blessent pas, c'est complexe, quoi. Mais bon. Ouais. D'accord. Puisqu'on était avec Fabio et chez Yamaha, une petite analyse sur la course des autres Yamaha. Bonne nouvelle, chez Morbidelli, on va en fin de classement, on a Valentino Rossi. Je ne veux pas me moquer de lui parce que j'ai le plus grand respect pour Valentino et pour toute l'émotion qu'il a pu m'apporter pendant toute sa carrière. Je sais que récemment, il a pris la parole dans un média italien en disant « Les critiques, ça suffit et voici pourquoi je cours ». Parce que je pense qu'il a beau être un peu au-dessus de la mêlée, il entend quand même qu'il y a un petit mouvement de fond qui dit « Bon, papy, qu'est-ce qu'il fout là ?» Il sort 17e encore à l'issue de cette course. Est-ce que ça peut continuer comme ça pour quelqu'un de sa trempe? Est-ce qu'il peut se satisfaire de ça? Comment on peut expliquer une certaine... À un moment, si tu veux, moi je le voyais entre le Kiona et Savadori, tu vois, tu te dis de la part d'un mec comme Rossi, il est quand même pas à sa place. Ouais, ça fait mal, d'autant plus que il y a quand même deux pilotes qui savent de quoi ils causent, qui l'ont critiqué. Fausto Gresini qui disait bon, chaque chose a une époque. Grosso modo, il y a un moment, il y a un temps pour tout, on va dire. Et puis plus récemment, je crois que c'était, je sais plus si non, c'est pas Virginio Ferrari, c'était un autre pilote italien de cette époque qui disait non, mais là faut qu'il arrête, ça devient ridicule et tout. Et lui s'est fait défoncer sur le net. Ouais. Là, faut savoir que sa performance, sa 17e place, elle a été effectuée avec le même chrono qui lui a permis d'être sur le podium l'année dernière. Donc clairement, il se traîne pas. Mais le problème, c'est que devant, ça va beaucoup plus vite. La course est presque alors l'année dernière, sortons les chiffres, on était en 41 minutes 23 secondes et 22 secondes pour les deux victoires de Fabio. Et cette année, c'est 41,05. Donc alors effectivement, il faisait moins chaud. Tout a encore été un petit peu amélioré sur les protos malgré le gel technique. En aéro, c'est mieux. Les pneus Michelin a fait mieux. Ils font avancer pas mal leur allocation d'une année sur l'autre à chaque fois. Malgré tout, même si la performance de Rossi est vraiment excellente dans l'absolu, puisqu'il reste sur un rythme de podium de l'année dernière, aujourd'hui c'est plus suffisant. Et la chose qui est la plus problématique, c'est qu'il dit qu'il est handicapé depuis 3 ans à peu près par la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de motricité, son pneu arrière se dégrade trop vite et puis après il reste sur place à l'accélération. Le problème, c'est que lui, à son époque, du temps de sa splendeur, en particulier chez Michelin quand il lui faisait des pneus dernière minute avec leur fameux C3M qui permettait de faire des pneus en 24 heures, et puis ensuite chez Bridgestone, ils avaient à chaque fois des carcasses suffisamment dures pour le style de Valentino. Et là, aujourd'hui, les Michelin, ils travaillent avec des carcasses plus souples et des gommes plus tendres. Il n'y a rien à dire puisque ça bat des records. Mais c'est pas la façon dont Rossi travaille. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un petit peu coincé. Donc, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va falloir qu'il se décide
pour Le Mans, le Mugello à peu près, et puis il n'est pas le seul dans l'histoire, puisque Petronas, il ne doit pas être content non plus d'être au fond du camion avec le Kohona et Savadori, quoi. D'accord. Petite question, puisque tu parles de pneus qui sont en accord avec un style de pilotage, est-ce que tu pourrais, ou est-ce que ma question est trop complexe, est-ce que tu pourrais nous décrire la différence de style entre Fabio et Rossi, ou entre Morbidelli et Rossi, sachant que ces deux-là ont la même moto? Alors, ça reste malgré tout assez proche. C'est ça qui est paradoxal. On est dans la nuance, quoi. On est vraiment dans la nuance. C'est ça. Et cette nuance, c'est 15 secondes à la fin de la course, quoi. C'est ça. On travaille sur des. De toute façon, tu vois, aux séances d'essai, plusieurs fois, Jerez, en plus de ça, c'est court. Et on a eu. Alors, j'ai plus mes notes, mais jusqu'à. Je crois que la grille était en 1 seconde 1, un truc comme ça. Et puis sur plusieurs séances d'essai, il y avait 2 dixièmes pour départager le top 10. Donc sur un tracé quand même de plus de 4 bornes. Donc on se retrouve vraiment à des détails. Pour revenir à ta question initiale, Morbidelli, comme Fabio, comme Valentino, sont tous les 3 des pilotes qui ont beaucoup de vitesse de passage. Mais Morbidelli et surtout Fabio ont un petit cran d'avance sur Valentino dans ce domaine-là, et le plus rapide des 3 en virage, d'après les infos que j'avais jusqu'à présent, c'est Fabio. C'est ce qui lui permet de préserver au mieux ses pneus et de pas avoir les soucis que rencontre par exemple Viñales avec exactement le même matos, et Rossi en bien pire. Donc voilà. Mais le souci, c'est que le cahier des charges de Michelin va pas changer parce que Valentino n'y arrive plus, et ça il le sait. Donc on a appris cette semaine que ça y est, il aurait son propre team l'année prochaine. Des journalistes italiens lui demandaient si il allait oui ou non se garder une place dans le team. Ça l'a fait marrer. Mais là le problème, c'est qu'a priori avec une Yamaha d'usine, il a ce qui correspond le mieux à sa façon de piloter. On a vu que la dernière fois qu'il était chez Ducati, ça s'est moins bien passé. La Ducati a beaucoup évolué depuis, mais là c'est vrai que ça devient difficilement justifiable, même pour. Il le dit, hein. Yamaha a priori est mieux, les pneus sont juste peut-être un petit peu plus tendres, et moi je vais moins bien, donc ça lui va pas, quoi. Oui, donc c'est un aveu. Alors on a un spectateur, et merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là, qui nous regardent et qui posent des questions, on va y répondre. On a Vélociraptor, j'aime beaucoup ce pseudo, il dit Roussi, il sent le Roussi, c'est un peu violent, mais quelque part, et encore une fois, loin de nous l'idée de tirer sur l'ambulance, et j'ai en tout cas le plus grand respect pour Rossi, mais les faits sont là, c'est compliqué aujourd'hui pour l'idole d'être au niveau où on l'attend, parce qu'effectivement, avec le passif qu'il a, il y a des attentes qui sont gigantesques. Parce que l'histoire serait tellement belle de voir Rossi sur le podium ou gagner une course, quoi. Le problème, c'est que lui-même, il se voyait beaucoup plus compétitif que ça. Il se sent encore. Et puis, quand on le voit rouler en séance d'essai, il n'y a rien à dire. C'est son style, ça reste super propre. Il fait ce qu'il faut. Il s'arrange pour être au bon endroit au bon moment. Enfin, il gère très bien ses séances d'essai. Mais le souci, c'est que le MotoGP l'a pas attendu. Je pense qu'il y a quelque chose d'aussi de douloureux pour lui, c'est que Valentino, il se voit pas. Enfin, il a déclaré l'année dernière, rien ne sera jamais aussi beau que le MotoGP. C'est-à-dire que pour lui, c'est quand même une espèce de drogue dure. C'est-à-dire, comme disait Jeremy Burgess il y a de ça une vingtaine d'années, c'est un de ses anciens chefs mécano, l'ancien chef mécano de Mick Doohan aussi. Valentino aime tous les aspects de la course, c'est-à-dire qu'il aime se déplacer pour aller jusqu'au circuit, il aime être avec ses potes, Uccio et toute sa bande, chez Severino le soir à l'hospitality italienne. Il adore voir la progression. Il disait ce week-end, il y avait 2 membres de la VR46 Academy sur le podium avec Bagnaia et Morbidelli. Il peut être légitimement vraiment fier de ce qu'il est arrivé à faire, parce que il a une carrière de pilote prodigieuse, et là il a une carrière d'éleveur de champion prodigieuse aussi. Donc tout ça, pour lui, d'arrêter ça, ce sera une petite mort. Et c'est vrai qu'on a du mal à le voir avec une casquette sur la tête, les mains dans les poches, en train de regarder ses pilotes rouler l'année prochaine. Ça fait un peu bizarre, quoi. Mais on a aussi du mal à le voir 20e, tu vois. Donc à un moment, il faudra
prendre une décision. Pour rester sur Yamaha, avant de passer à autre chose, j'ai lu que Morbidelli, malgré sa très bonne course, se plaignait de sa moto et expliquait que pour faire ce résultat, il a dû prendre des risques inconsidérés. C'est vrai, c'est fantasmé. Qu'est-ce qui se passe chez Morbidelli ? Ah bah Miller, à côté de lui dit non mais vous devriez avoir du respect pour ce mec-là qui termine 3e avec une moto de collection. Alors les deux autres ils se sont marrés. Bon, pas la violence. Miller est excellent. Mais non en fait ils se sont causés avec Lynn Jarvis qui est le directeur du service course Yamaha, qui est loin d'être bête, hein, un Anglais qui a été mis à la moto par son papa trialiste et puis et qui fait encore de la moto de temps en temps avec ses pilotes. Donc Franco lui a dit écoute, je comprends pas, je suis vice-champion du monde de l'année dernière, vice-champion du monde en 2020 et j'ai une moto qu'on devrait filer à je sais pas moi à Rabat par exemple. Il lui a pas dit ça exactement, mais c'est ce que ça voulait dire. Lynn Jarvis lui a répondu de manière franche. En lui disant, ça je le sais par les médias italiens, qu'en fait il était désolé, mais qu'au moment de passer commande pour le matériel de l'année suivante, Morbidelli n'avait pas encore montré ce qu'il a montré en fin de saison, et donc le team Petronas, faut pas oublier que c'est pas Yamaha qui a refusé, hein, c'est Petronas qui n'a pas commandé la moto, même si Valentino Rossi via le VR46 dit que ça fait des années, ça fait un moment qu'il demande une moto d'usine pour Morbidelli. En fin de compte, c'est le team Petronas qui signe l'échec et le team Petronas a commandé ce que Yamaha lui a livré. C'est-à-dire que s'ils avaient commandé une full factory, et dans les temps, c'est-à-dire avant juin, Morbidelli aurait aujourd'hui la même moto que les autres. Razlan Razali, le big boss de Petronas, du team Petronas, disait non mais attendez, les gens croient que c'est parce qu'on est chez Petronas qu'on a un budget illimité, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a plein d'explications rationnelles qui font qu'aujourd'hui Morbidelli fait du neuf avec du vieux. Mais bon, ses performances passent pas inaperçues et je pense que l'année prochaine, alors a priori, ils sont sur le point de renouveler le contrat 2022 avec Petronas et a priori, il aura cette fois-ci une moto d'usine. Donc, il y a un truc qui me dépasse. Je comprends tout ce que tu dis, mais il y a un truc qui me dépasse un peu. On a l'impression, vu de l'extérieur, que le MotoGP, c'est la Startup Nation, c'est-à-dire en gros, c'est le temple de la réactivité. Et là, tu me dis, le mec, pour avoir de l'équipement, faut qu'il attende 1 an. C'est comme si à la Poste, il fallait 40 exemplaires d'un formulaire pour avoir une nouvelle casquette, tu vois, et signé par toute la hiérarchie. Alors, est-ce que c'est inerte ou est-ce que les règlements, en fait, interdisent de modifier une moto une fois qu'elle est entérinée dans, je sais pas, un règlement, une homologation, un truc comme ça? Alors là déjà, si aujourd'hui, ce soir-là, le team Petronas décidait que, en fait, ils voulaient une moto d'usine, et puis qu'ils avaient les moyens, etc. Ce serait pas possible parce que la moto elle est homologuée au Qatar, et après on n'y touche plus. Donc déjà ça c'est pas possible, et en plus de ça, effectivement, il y a plusieurs mois entre le moment, une moto d'usine c'est du cousu humain, hein, c'est les pièces, c'est même pas de la toute petite série, c'est du fait en 3-4 exemplaires. Ça se commande longtemps à l'avance, et puis après il faut dessiner tout le team autour, etc. C'est pour ça que je dis que Rossi va devoir se décider vite, parce que l'échéance pour que son team VR46 MotoGP choisisse entre eux, donc a priori il y a sur la table, il y a Yamaha, il y a Suzuki, Aprilia et Ducati, c'est Mugello dernier Cara. Parce que en novembre, ça roulera déjà normalement, si le Covid le permet, en essai à Jerez après le dernier GP à Valence. Donc en fait c'est pas si démesuré ça comme délai. Pour arriver à mettre en place 4 motos d'usine pour un team, quoi. Écoute, moi je voyais ça plus réactif que ça. Je te propose un truc, Toto, ça fait 24 minutes qu'on parle de Yamaha et c'est mérité. Malgré tout, Jack Miller nous a offert une magnifique victoire, la première depuis 5 ans à Assen. Je suis un peu passé pour un débile parce que j'ai dit à mon entourage qui regardait le Grand Prix avec moi, regardez, il va boire le champagne dans sa botte. Cette andouille a complètement oublié, n'empêche la victoire était belle, on lui pardonne.
Ouais, c'était super parce que c'est vrai que Jack Miller, c'est un mec que beaucoup de gens aiment bien sur le paddock parce qu'il est assez rafraîchissant. Il est un peu à l'ancienne dans sa façon de s'adresser aux médias en général. Faut pas dire de gros mots. Il a dit au moins fuck et shit et puis je sais plus trop quoi d'autre pendant la conférence de presse tellement il était ému. Il a dit qu'en fait au premier virage du tour de décélération après avoir passé le drapeau à damier, il y croyait pas. Au deuxième virage, il s'est mis à pleurer. Et puis au cinquième virage, il s'est mis à hurler. Et effectivement, il avait la voix de Joe Cocker en arrivant en conférence de presse. Et en fait, il s'est vu dégager à la fin de l'année dans le team, enfin du team usine, parce qu'il a un contrat d'1 an. Il a un problème pneumatique sur sa première course. Il a le même problème que Fabio sur sa deuxième course, et il se bourre à sa troisième course en ouvrant la cicatrice qui venait à peine de se refermer de son bras. Comme quoi, vous voyez que ça guérit vite, parce que 2 semaines plus tard, il était déjà, alors qu'il a encore des agrafes et que c'est pas refermé, ça plaît. Il gagne la course. Donc il revient de loin. Il disait, alors c'était marrant parce que il y a un journaliste qui lui dit est-ce que vous avez un plan pour le test demain, c'est-à-dire donc aujourd'hui. Alors il le regarde, il fait le plan c'est que je vais déjà boire 30 bières et puis et ensuite je vais voir si je me réveille demain avec les idées en place. Et là à côté il y a Bagnaia qui blémit parce qu'il sait que, et alors là le speaker lui dit un problème Pecco. Il dit non c'est juste que je suis inquiet parce que la dernière fois qu'il a fait la fête en Australie suite à son podium, il tenait absolument à ce que je boive de la tequila. Moi j'en voulais pas et il a insisté. Parce que Bagnaia il a pas gagné la course, il aimerait bien, mais il était pas loin. Mais alors que Miller, en fait, à partir du moment où il a gagné, c'est à l'australienne, quoi. Alors effectivement, il n'y a pas eu en anglais, en australien, on appelle ça un shoey, pardon. Faut savoir pour la petite histoire que quand il a fait ça à Assen en 2016, avant de se prendre une des pires cuites de sa vie avec son team manager Michael Bartolemi, il s'est quand même pris une amende pour comportement irrespectueux de la part de Honda. Ce qui n'a pas empêché Valentino Rossi dès le podium suivant de faire la même chose, et lui a priori il n'a pas pris d'amende chez Yamaha, donc ils sont quand même plus cool chez Yam que chez Honda. Chez Honda. Ouais, enfin en tout cas en MotoGP. Mais bon voilà quoi. Donc Miller pour lui c'était vraiment c'était incroyable. Il disait jamais j'ai fait ça, j'ai jamais été 25 tours aussi propre à faire exactement la même chose. Quand j'ai vu que je passais Quartararo, je me suis dit oulala, je vais me retrouver seul en tête, ça m'est jamais arrivé. Moi d'habitude je suis en bagarre jusqu'au dernier tour et puis j'essaye de faire la différence, mais là en fait les gens se rendent pas compte à quel point l'exercice de concentration est difficile, et quand on se retrouve avec piste libre, il y a des pilotes comme Lorenzo, Quartararo qui adorent ça. Là pour Miller c'était et puis il est arrivé et il n'y croyait pas tellement c'était la première fois qu'il arrivait faire un truc pareil, c'était génial. Question de Christophe Wolf, du coup la moustache va revenir à la mode. La moustache sûrement. De Jack Miller. Ouais, il a une tête de serial killer ou de bûcheron. C'est vrai que ça. Alors c'est rigolo. Hier, moi je lui ai dit, mais tu te rappelles quand j'étais venu te voir à Jerez en 2012 avec ta moto 2 pourrie, ta moto 3 pourrie dans ton team pourri. Et alors il rigole, il botte un peu en touche parce que il dit mais oui effectivement je me rappelle de ça. Je lui ai dit est-ce que à toi il y a 10 ans là tu te voyais gagner dans le team usine Ducati? Il me dit mais pas une seconde. Il me dit mais le pire, c'était l'année d'avant, le championnat d'Espagne en 125 avec Bagnaia qui avait 13 ans et qui pouvait à peine monter sur la moto tellement il était petit, et moi avec ma RS 125 pourrie. C'est vrai, hein, il avait une RS 125 à peu près correcte et une autre pourrie qui était dans un peu comme Casey Stoner. En fait, les Australiens ils hypothèquent la maison, ils partent avec la famille et puis ensuite ça advienne que pourra. Il a vraiment vécu comme un gitan. Il allait chercher des pneus dans les poubelles du championnat allemand en 2011 pour finir ses journées d'entraînement. Il a fini par être je crois champion en 125 là-bas, et ensuite ils ont dû hypothéquer 2 fois la baraque pour payer Caretta Technologies en 2012, et puis ce qu'ils avaient payé rien qu'en 2011, ça c'est Matt Oxley qui l'écrivait là aujourd'hui, excellent, lisez ses chroniques sur Motorsport. Ils ont dû rien que 2011 ça leur a coûté 200 000 €. Donc ils ont mis 500 000 sur la table avant que Aki Ajo les repère et que d'un coup ça fonctionne. Mais c'est vraiment pour les Australiens c'est un pari.
totale d'aller courir en Europe, quoi. Écoute, ça rend cette victoire encore plus belle. Je reviens sur nos auditeurs qui ont beaucoup d'esprit, j'aime beaucoup. À propos de Miller, il y a Vince Vanka qui dit qu'il a une tête d'acteur porno des années 70. T'es panier, Thomas, mais vu que ça te fait rire, tu dois avoir une certaine culture cinématographique. Un autre, Nicolas Patry, dit qu'il a la tête de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Ça se tient. Et Vince Vanka dit aussi chez Honda, il préfère prendre des boîtes que des bottes. Et c'est assez bon. Revenons à la course. On a vu le début de saison marqué sous la domination des Ducati privés. Là, c'est le retour des officiels. Coup d'hasard, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Ducati privé, pas tant que ça, parce que c'est exactement les Ducati Pramac, c'est le même matos que les motos d'usine, et avec un petit peu moins de pression. C'est pour ça que Miller était en pleurs, c'est parce qu'il savait que Domenicali, à mon avis, il était en train de charger le fusil là. Et si ça continuait, Domenicali, qui était le big boss de Ducati et qui est un type très bien, mais qui est pas très patient, en tout cas pas avec ses pilotes. Et donc en fait, quand on est chez Pramac, on a la chance d'avoir un cran de moins de pression. Et Johan le disait très intelligemment. Il dit moi, de voir un doublé du Team Usine, je trouve ça super parce que les pilotes prouvent qu'on peut gagner avec, et il a raison. Miller et Bagnaia, ils n'ont pas été vite du jour au lendemain avec la Ducati. C'est une moto qui s'apprend, qui est quand même assez particulière. Elle est trop puissante et elle veut pas tourner, si on veut schématiser. Mais quand on arrive à dompter le bestiau, ça marche. Et là, surtout, ils envoient un signe fort sur leur performance, parce que RS, la précédente victoire Ducati, c'était en 2006 avec Capirossi, quand Tony Elias avait eu la bonne idée de percuter Valentino et de le sortir au premier virage, ce qui, ironie de l'histoire, lui a coûté le titre à la fin de la saison. Donc voilà, ça faisait 15 ans qu'une Ducati n'avait pas gagné là-bas. Miller souligne quand même le fait que l'année dernière, ils avaient fait 3 et 4, Dovi et lui, et que ils avaient déjà montré que la moto était plus rapide, plus performante sur ce type de tracé. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir que Ducati arrive à faire une telle performance sur un circuit où a priori on les attendait pas, quoi. Du coup, ça permet d'imaginer les Ducati en bonne position au Mans, parce que pareil, circuit d'accélération où elles sont quand même des grosses qualités. Alors, Jerez et Le Mans n'ont rien à voir. C'est-à-dire que Jerez, c'est surtout un circuit de courbe lancée, de vitesse de passage en courbe. Le Mans, c'est un circuit type stop and go, freinage et accélération. Mais historiquement, les Ducati sont plus performantes au Mans qu'elles le sont à Jerez. Donc effectivement, on peut les imaginer gagner à nouveau là-bas. Ouais, d'accord. Parlons un peu de Honda. Alors attends, une dernière petite remarque de nos auditeurs. J'aime beaucoup. C'est la nouvelle mode en GP. Il faut pleurer à la fin. C'est vrai que ça devient un sport d'émotifs, tu vois, aujourd'hui, le MotoGP. Miller le disait, je suis désolé de m'être effondré, comme il disait, I'm sorry to look like a big softie on TV, c'est-à-dire d'être en gros de pas envoyer l'image du héros, quoi. Mais en fait, les mecs, ils mettent tellement tout ce qu'ils ont, c'est toute leur vie en fait, on se rend pas compte parce qu'on voit pas mal de trucs dans les réseaux sociaux où on les voit sur un bateau ou en train de, en gros, les sponsors montrent qu'ils ont la belle vie, mais c'est obsessionnel jusqu'à, ça les bouffe, c'est-à-dire que en fait, ils passent leur temps soit à s'entraîner, soit à penser tactique de course, soit ils ont grosso modo, pour gagner en MotoGP, il faut plus avoir grand-chose autour dans son existence. Et ça a l'air cool, mais ça l'est pas. Et c'est vrai que Miller, il vivait mal le truc jusqu'à ce que il fait une super pré-saison au Qatar, il se voyait déjà sur le podium et tout, et puis il se retrouve à l'hosto et puis ça allait pas, quoi. Donc effectivement, quand on voit les sacrifices consentis, et puis surtout les risques, parce que on voit Marquez là qui revient de l'hosto, il a failli y retourner. D'ailleurs, il y est retourné parce qu'il s'en est pris deux de suite à 180. Et la première qu'il prend, quand il retourne à son motorhome, d'un coup, il sait plus où il habite. Donc c'est vrai que c'est tellement, ils risquent tellement leur peau à chaque session que quand d'un coup ils atteignent la consécration, ils ont les nerfs qui lâchent, quoi. Bien sûr. Non, je comprends. Une petite question. En fait, il y a un de nos auditeurs qui dit Fabio, blessure ou problème technique. On a déjà parlé de ça pendant un bon quart d'heure, donc je lui permets de le renvoyer à la rediff de l'émission qui sera en ligne en totalité. Allez, dis-lui, blessure. Il faut avoir, mais c'est blessure. Mais on en a parlé bien en détail avec Toto tout à l'heure, au début de l'émission. Parlons des Honda, justement, tu parlais de Marquez. Belle perf de Nakagami. Moyen pour les autres. Comment analyser ça ?
Alors, Nakagami a retrouvé son châssis 2020 qu'il avait essayé. Je sais pas s'il avait fait du back-to-back comme ils disent 2021-2020 à Portimao, mais là en tout cas il a dû faire ça parce que là il avait 2 châssis 2020 à sa disposition à RS et il a retrouvé le feeling. Il a dit c'est la première fois de l'année que je me prends plaisir à nouveau à piloter. Il s'en était mis une bonne à un bon 300 km/h, je pense, à Portimao au moment de la prise de frein. Et il s'est fait bien mal à l'épaule. Là encore, on voit qu'ils sont vraiment sur le fil du rasoir et qu'ils ne se faisaient pas plaisir depuis le début de l'année parce que la moto marchait, ne lui convenait pas. Mais on va voir après qu'il n'est pas le seul. Et là, avec sa 2020, il termine à qui a 3,2 secondes du vainqueur et à 7 dixièmes du podium. Donc, respect total de l'attaquant. Bravo, Taka. C'est fort. Après, ensuite, en deuxième par ordre d'apparition, on a un certain Marc Marquez. Qui lui était d'occasion, non pas parce qu'il avait mal géré son week-end, parce que Portimao lui avait montré qu'il fallait vraiment gérer ses séances d'essai et s'économiser le maximum. Le problème, c'est qu'il a choisi un pneu soft et pas un pneu médium pour sa dernière série au FP3 ou FP4, je sais plus, je crois que c'était en FP3. Il s'en est collé une monumentale. Il a perdu l'avant à l'entrée du virage 7 oui, ça devait être en FP3 à 180 km/h et il s'est mangé les air fans qu'il a arrêté net et puis la moto était pas loin derrière, donc on a pendant une demi-seconde on a pensé très fort à Luis Salom qui s'est tué avec un scénario pareil, c'est-à-dire que lui il a tapé l'air fans, il est revenu et puis il a été pris en sandwich par la moto. C'est là qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit ouais là ça commence à être chaud, les zones de dégagement à RS, mais bon heureusement il s'est rien passé. Paul Espargaro s'est collé la même un peu plus tard, c'est pareil, il a pas été percuté par sa moto. Mais donc Marquez, il est arrivé sur la grille de départ pas frais et il a dit au départ, en début de course j'étais bien et à partir de 8 tours de l'arrivée j'ai lâché l'affaire et j'ai ramené la moto à la maison. Alors quand on voit les 8 derniers tours c'est assez relatif comme façon de ramener la moto à la maison, mais il a dit que il avait déjà progressé sur le plan physique. En début de course il contrôlait mieux la moto, il n'était pas un passager comme il disait et effectivement je crois qu'il fait le 7e temps chrono à 3 dixièmes du meilleur temps de la course. Donc attendez-vous, est-ce que s'il arrive à rester sur ses roues du début jusqu'à la fin du week-end de course au Mans, il se rapproche à nouveau de la position normale qui est celui pour lui premier ou deuxième. Oui, il y a un de nos auditeurs qui dit Marquez gagne 5 places par circuit. Prochaine course, il est donc sur le podium. Voilà, petite question à propos des Aprilia. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini les Honda parce que là, ça devient rigolo. Après, on a donc l'intermittent du spectacle, Stéphane Bradl, qui fait 12e. Il est fort quand même parce que en même temps, il faisait journaliste. Il interviewait des mecs et tout. Et puis, on a, on ne s'en lasse pas, où est-ce qu'il est, Paul Espargaro, qui finit 10e. Ah non, pardon, je l'ai mis devant Bradl. Ouais. Et qui commence à râler en disant la moto, elle tourne pas, elle accélère pas, j'arrive pas à la faire rentrer en virage. Et en plus de ça, c'est un team d'égoïstes, chacun travaille dans son coin et du coup, on peut pas progresser. Sous-entendu, Marquez m'aide pas assez et en plus de ça, il a toute l'outrecuidance d'être devant moi alors qu'il a qu'un seul bras. Donc c'est vrai que Polo, il est génial. C'est le Lorenzo 2.0. C'est jamais de sa faute et tout le monde est contre lui. Je propose qu'on l'appelle Calimero. Mais bon, toute proportion gardée, c'est vrai que je pense qu'il attendait plus de la Honda. Il pensait qu'il allait passer d'une KTM qui était bien à une Honda qui était très bien. Et en fait, là, il s'aperçoit que la moto qu'il a lâchée, si ça se trouve, elle était aussi bien, voire mieux. Donc, c'est pas facile pour Paul. Mais bon, on le connaît. Hein, il s'en était déjà repris une ce matin pour essayer d'aller plus vite. Et donc, il va continuer à prendre des risques jusqu'à ce que ça fonctionne ou pas. D'accord. Voilà pour les Honda. Merci. On avait une question sur Aprilia. On a vu le très beau début de course d'Alex Espargaro. Ça se dégrade un petit peu sur la fin. Savadori est à la cave. Donc 2 questions. D'abord, voir une Aprilia à ce niveau-là en début de course, moi j'ai trouvé ça réjouissant parce qu'il était quand même, à un moment, tu me corriges si je me trompe, mais dans le top 5, tu vois, même 4e, je crois. Savadori est à la cave. Est-ce que Dovi ne devrait pas le remplacer en cours de saison pour que une Aprilia puisse monter d'un cran sa force de frappe?
Alors, première chose, effectivement, très belle perf d'Aleix Espargaro qui termine à 5 secondes 1 du premier. Ça aurait peut-être été un peu plus si Fabio avait continué sa marche en avant, mais malgré tout c'est remarquable. Depuis le début de l'année, il n'a pas une contre-performance ou une chute en course, alors que d'habitude, il montre des choses aux essais sur un tour, et puis ça se passe moins bien après. Savadori, il était plus largué en début quand il est arrivé. Il avait mal à l'épaule aussi. Le mec roule souvent blessé, on le voit. Taka, il y en a plusieurs qui sont pas à 100%. Et effectivement, il se fait battre par Rabat, qui venait faire une pige. Qui découvrait la meilleure moto qu'il ait jamais eu l'occasion de piloter, qui finit 18e et l'autre 19e. Alors bien sûr que sur le papier, ce serait bien que Dovi vienne, mais Dovi, lui, il a envie que tout soit prêt, nickel pour lui, pour qu'il monte sur la moto et qu'il puisse quelque part pas prendre le train en marche, ce qui serait le cas, et puis faire avancer le team Aprilia. Ce qu'ils font là, c'est déjà, moi je les attendais pas à ce niveau-là, clairement, donc je trouve que c'est vraiment très beau, et puis j'espère, on sait que Dovi il va rouler à nouveau bientôt là au Mugello, et je vois pas pourquoi il le signerait pas l'année prochaine, et j'ai hâte effectivement d'avoir un duo Espargaro-Dovizioso chez Aprilia, parce que ça va envoyer de pâté. Et Dovi, vous ne pourrez pas avoir une wildcard pour faire 3e pilote sur un Grand Prix? Ou là, le Mugello, ce dont tu parles, c'est des essais, c'est pas une. C'est une séance d'essais privée. On ne sait jamais s'il trouve. Là, il n'était pas encore calé au niveau position de pilotage, Dovi. Et Dovi, alors, il m'a fait rire. C'était il y a 2 ans. Il me dit, tu sais, je règle mon levier de frein, l'écartement de mon levier de frein plusieurs fois par tour. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es sérieux? Parce que quand on sait la vitesse à laquelle ça va, mais il me dit, mais plus l'âge avance et plus je suis maniaque. Je lui dis, Et donc, en fait, non, il est drôle, Dovi. Et donc là, c'est vrai que si la moto, elle est pas pile poil aux petits oignons, même pas, il monte dessus, quoi. Il y avait Luca Cadalora qui était comme ça, et quand tout était bien, il gagnait. Ouais. Et donc, respect total de l'attaquant, c'est eux qui risquent leur vie, mais c'est vrai que là, pour l'instant, moi je pensais qu'ils allaient dégager Savadori comme un malpropre et mettre Dovi à sa place, mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. D'accord, donc le MotoGP est un sport de gentleman en fait. On fait les choses proprement. Voilà. Tout à fait, c'est pas mal. Écoute, une question de Nicolas Patry qui nous regarde et qu'on remercie. Salut Nicolas. KTM se plaint des pneus Michelin, et puis KTM, ils sont où là? On les voit autant l'an dernier. Il y a eu des belles perfs, il y a eu des victoires improbables et extrêmement touchantes. Il y a eu une forme de constance et de consistance dans les perfs des KTM. Autant cette année, pourtant le orange, ça se voit de loin, tu vois. Et comme disait, tu sais, le couturier là, un peu snob, ça va avec tout. Mais bon, on voit plus trop de motos orange là dans les caméras, tu vois. Binder s'en est que 2, et puis les autres, voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Brad Binder ne fait pas les choses à moitié. Ouais. C'est dommage, parce que c'était celui qui arrivait le mieux jusqu'à présent. Alors, a priori, cette année, je vous disais tout à l'heure que Michelin fait évoluer son allocation pneus chaque année pour trouver plus de performance. Là, cette année, ça correspond un tout petit peu moins bien au KTM, parce que les V4, en règle générale, font leur chrono en allant freiner très tard et en mettant beaucoup d'appui sur le flanc du pneu avant, pas quasiment jusqu'au point de corde, mais pas loin. Ducati a trouvé la parade, alors qu'ils ont un V4. Honda, ils n'y arrivent pas trop là pour l'instant, et puis KTM non plus. Une des raisons avancées par KTM jusque-là, c'est que sur plusieurs circuits, Michelin propose maintenant un pneu asymétrique à l'avant, et que la transition entre le flanc droit et le flanc gauche passe par un moment où les pilotes se font facilement du blocage, et ça aussi c'est un truc de fou. Les mecs, ils arrivent à gérer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ABS, ils bloquent le pneu avant, ils rentrent au stade en disant oh là là, j'arrête pas de perdre l'avant, je bloque et tout, et ils tombent pas. Donc ça les limite un petit peu en performance, malheureusement, mais c'est tellement proche que on peut pas engueuler Michelin, parce que les mecs, ils sont à 2 dixièmes de la pole et qui sont 11e. C'est malheureusement à l'équipe technique KTM d'arriver à trouver la parade. On sait que l'année prochaine, Michelin va mettre un nouveau type de pneu avant en circulation. Ils devaient le faire cette année, mais comme les pilotes n'ont pas pu organiser des séances d'essai pour tout bien valider auprès de tous les constructeurs, parce
parce que la stratégie pour Michelin, c'est que ça le plaise au plus grand nombre de constructeurs pour qu'on ait la plus belle bagarre devant, en plus du fait que ça aille vite. Ça attend, enfin, ce renouvellement va attendre un an. Et malheureusement, les dindons de la farce, là, ce coup-ci, pour l'instant, encore une fois, dans l'état actuel des choses, c'est KTM. D'accord. On a vu Alex Rins, autre question, on a vu Alex Rins s'en coller une rapidement. Est-ce que les SUS n'auraient pas pu faire un peu mieux? On sait les SUS très à l'aise sur tous les types de circuits. On sait que leurs pilotes sont peut-être pas des cadors de la qualification. On n'empêche qu'en course, quand ça devient compliqué, on les voit souvent là. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration du côté des Bleus? Ah bah si, Mir, il était comme un fou parce que en fait, il était 5e, il voyait qu'il allait plus vite que Nakagami devant lui, sauf qu'il n'arrivait pas à passer. Et puis Alex Rins, je dirais que c'est un petit peu comme ça, là, vu de ma fenêtre, c'est un petit peu comme Maverick Viñales, c'est-à-dire qu'il doit y avoir soit un problème de résistance à la pression, soit un problème de concentration, mais souvent, il commet des erreurs qu'il ne devrait pas commettre, et ça plombe sa course, alors qu'effectivement, Alex, il avait beau dire... Il avait beau jeu de dire après coup, oh là là, quand je vois le rythme qu'on avait avec un seul appendice aéro et après ma chute, je peux nourrir des regrets. Bah ouais, vieux, mais fallait pas tomber. Alors, c'est plus facile à dire dans le confort de mon siège que quand on est au guidon. Mais c'est vrai que Alex, il a une propension à chuter en course, assez dommageable pour ses aspirations de champion du monde, parce que le talent, il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Le problème, c'est que, alors où est-ce qu'ils étaient sur la grille, nos petits gars? La première Suze, aux essais, ils étaient pas loin, mais Alex Rins 9e. Et Joan Mir 10e. Déjà, ça, c'est pas sur les deux premières lignes. Et puis, quand on a des Ducati qui ont le All Shot Device, enfin, donc l'abaisseur d'avant et d'arrière, alors que eux n'ont qu'un système pour abaisser l'avant de la moto, ça veut dire que ils partent moins bien et du coup, ils sont dans le peloton et que pour s'en sortir sur un circuit assez monotrajectoire comme Jerez, en tout cas en MotoGP, c'est très très compliqué. Voilà l'histoire. On change de catégorie? Pourquoi pas? Ah, tiens, tu vois. Petite question d'un de nos auditeurs sur le Moto3. Alors, Lorenzo Felon est dans les 3 dernières places sur les 4 courses. Est-ce que c'est normal pour une première saison? Et puis, on peut aussi parler de la nouvelle victoire d'Acosta. Est-ce que c'est pas une espèce de nouvelle pépite des Grands Prix qui vient d'arriver sur le paddock? Alors, Lorenzo Felon, c'est compliqué pour lui parce que, il y a des facteurs extra-sportifs qui font qu'il n'est pas capable de donner 100% de sa performance. C'est un peu le souk au niveau organisation, je ne peux pas en dire plus. C'est pas simple pour lui en ce moment. Et malgré tout, même si c'était simple, le niveau étant ce qu'il est en Moto3, ce serait pas une honte absolue, mais là c'est vrai qu'en plus de ça, c'est pas simple pour lui en ce moment. Il n'y a pas la sérénité attendue dans son team, c'est ça qu'il est en train de nous dire? Non, c'est pas ça, c'est autre chose, mais je peux pas trop en parler. Okay. Donc, faut savoir qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour être performant, et que donc il faut lui laisser un peu le temps. A priori, il a un contrat de 2 ans. On espère que la situation va se simplifier. Et puis voilà, ma foi. Non, simplement pour vous dire, moi j'ai essayé d'obtenir une interview de Lorenzo Felon en passant par son père. Je l'ai appelé au téléphone 3 fois de suite et il m'a pas rappelé et je sais pas pourquoi. Donc à moins de passer par le team, je peux pas joindre Lorenzo, ce qui est quand même pour un pilote français, c'est quand même assez gaguesque, surtout un mec en Moto 3. Donc bon, on va voir comment ça évolue cette situation. Par contre, pour parler de choses qui fâchent pas, ce que fait Pedro Acosta là, c'est juste incroyable. Alors vous avez sûrement vu les stats si vous avez suivi le GP hier. Aucun pilote en 73 ans de compétition moto au plus haut niveau, c'est-à-dire en Grand Prix moto, n'a jamais réussi à être 4 fois de suite sur le podium, sauf que lui, en plus de ça, il fait une seconde place pour s'échauffer et ensuite 3 victoires, si je ne m'abuse. Donc ça fait 95 points sur 100, donc je ne m'abuse pas. Et c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, le plus fou, c'est que nous, on a pu avoir accès, grâce à MotoGP.com, à la séquence où il est invité donc jeudi dernier en conférence de presse pré-GP. Il était en train de s'équiper, les techniciens d'Orna leur mettent les micros sous la liquette et tout, et Marc Marquez était là, vient le voir et lui dit ça y est, ils t'ont déjà mis en conférence de presse à 16 piges et tout, et il dit ouais, m'en parle pas. Et la discussion progresse et on a l'impression que c'est Marc Marquez qui est presque
intimidé de parler à un môme de 16 ans qui répond avec une telle maturité, alors que lui était déjà remarquable à ce niveau-là. Moi, je me rappelle l'avoir vu à 16 ans et j'avais l'impression de voir quelqu'un de spécial. Je pouvais pas exactement dire pourquoi, mais ces pilotes-là, Rossi, comme Mir, comme Marquez, comme tous ces mecs-là, Fabio aussi, ils ont une aura spéciale. On sent quand on est en présence de ces gens-là qu'ils sont pas ordinaires, même parmi les pilotes. Acosta, je n'ai encore jamais eu à côté de moi, mais l'aplomb qu'il avait pour répondre à Rossi, et sans se la jouer en plus, en disant tout simplement ouais, maintenant on me dit déjà que je vais gagner et tout, les gens s'imaginent que c'est facile et tout. Marquez qui se marre, et pendant la conférence de presse, ils lui ont tous dressé des louanges de fou, Morbidelli disant même que personne n'avait fait ça jusqu'à présent, et que parce qu'il y a un journaliste qui lui disait et si tu passais en MotoGP l'année suivante, et alors Morbidelli se marre en disant ça y est, c'est parti, les questions à la con, mais en fait il dit effectivement ce que fait Acosta, personne l'a jamais vu. Donc à partir du moment où personne n'a jamais vu un truc pareil, on est en droit de se poser des questions qui sortent de l'ordinaire. Donc malgré tout ça, malgré toute cette agitation, etc., le dépassement qu'il fait en bout de ligne droite là, l'ancien virage qui s'appelait Dreisac et qui maintenant s'appelle Dani Pedrosa, il est en double 2 en travers. Il s'arrête, il fait pivoter la moto au point de corde. J'ai toujours pas compris comment il a fait. Et il y a plusieurs autres pilotes qui disaient, des vrais pilotes de MotoGP, qui disent mais je comprends pas comment est-ce qu'il a fait ça. Et la façon dont il gère sa fin de dernier tour pour se mettre en dehors comment dirais-je, à l'abri du carnage qui va arriver au virage 13, on le sait avant que ça arrive. Et puis là, d'un coup, Honshu va percuter Massia et manque de se trancher la gorge. Je ne sais pas si vous avez vu la photo avec la bulle de carénage. Je pense il a une espèce de marque. C'est arrivé, hein. Il y a des pilotes qui sont morts comme ça, avec la gorge tranchée en championnat de France au Vigeant il y a quelques années. Un joint de bulle, et le mec s'est vidé de son sang devant ses parents. Donc ouais, il a eu du bol. Mais donc Acosta. Et puis il a l'impression, on a l'impression que c'est facile en fait, que oui, il suffit de mettre la moto en travers, etc. Donc là, ce qu'il fait, c'est de la folie. Et si ça continue comme ça, on a un nouveau prodige du calibre de Marquez entre nos pognes. Ça va être intéressant à suivre. Bon, écoute, merci de ces précisions. On sait qu'il y a peut-être par facilité ou par emploi du temps, certains ne regardent que le MotoGP. Si ça peut inciter tous ceux qui nous regardent à commencer leur week-end de Grand Prix plus tôt avec le Moto3, ce sera une bonne chose parce que les courses sont effectivement assez fantastiques. Avant de passer au Moto2, une autre question d'un de nos auditeurs sur Guintoli. Est-ce qu'on sait s'il va faire des cartes sauvages ou des wildcards, dans les Grands Prix qui viennent? Ça serait tellement bien de le voir au Mans, par exemple, tu vois. Je sais que les wildcards sont à nouveau autorisés cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière puisqu'on a vu Bradle s'y coller. Je ne sais pas quel est l'emploi du temps de Sir Sylvain Guintoli. Je dis Sir parce qu'il habite en Angleterre et qu'il est chef d'une nombreuse famille non loin de Donington dans une jolie maison. Donc je sais pas, mais je pense que Suzuki a tout intérêt de l'aligner sur des wildcards parce que c'est quand même le mec, quand il est monté sur la moto, je crois que c'était en 2017, parce que Iannone s'était envolé, pété le poignet, me semble-t-il, qui leur a dit tout de suite, là il y a un truc qui va pas avec l'inertie du moteur. Et là, Tom O'Kane, le chef mécano du team de développement maintenant, et qui a commencé quand même les GP avec René en 89, qui était un des pionniers de l'acquisition de données avec une disquette à l'époque. Il avait passé la nuit à Suzuka entre le samedi et le dimanche à essayer de faire en sorte que son lecteur de disquette ne déconne pas parce que ça sautait avec des vibrations, etc. Il secouait le truc pour voir. Il a passé la nuit et en fait ça a marché. Et donc Grand Prix je crois que c'est Suzuka 89, c'est la première fois que Wayne René avait des données sur sa YAM dans l'espèce de lecteur de boîte dans le cul-de-sac de la YAM. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de ce truc-là. Et donc Tom O'Kane, qui a quand même une certaine expérience, m'a dit Guintoli, il a un feeling de fou. Si on est arrivé à faire une moto qui fasse gagner le championnat à Joan Mir, c'est grâce à Sylvain. Donc c'est quand même pas le premier venu, en plus d'être champion du monde Superbike 2014. Et donc ce serait super de le voir à nouveau. Il fait comme Stéphane Bradl. Il est à la fois reporter de pit lane pour Canal+, et dès qu'il a fini son premier travail, il saute sur la Suze et il fait top 10.
truc de fou. D'accord. Petite question sur le Moto 2. Première victoire, si je ne me trompe pas, de Gian Antonio. Ouais. C'est ça. Première victoire en Moto 2 pour Didja, qui était un peu comme Aleix Espargaro qui disait c'est vraiment dommage, Fausto vient de mourir, ça fait des années qu'il se démène pour nous, et là on arrive à concrétiser et il est plus là, donc voilà, il était un peu mélancolique à ce niveau-là. Pour tout le reste, il a fait la course de sa vie, clairement. Il part, il fait le all shot et puis ensuite salut tout le monde. Alors que ils ont tous le même moteur, quasiment tous le même châssis, les mêmes suspensions, les mêmes freins, les mêmes pneus. Et donc c'est au pilotage. Pardon. Et là, Didja sans faute. Est-ce qu'il va réitérer ? C'est pas sûr parce qu'il y a du monde qui attend. On voit Rémi Gardner, on voit comment est-ce qu'il s'appelle, Raoul, son coéquipier, qui est Raoul même, son jeune coéquipier qui est très fort. Ou il y a Bezzecchi qui est fort aussi. Donc les courses sont pas aussi spectaculaires que le Moto 3 où ça fait limite peur. Mais pour vous donner là, c'est pareil, encore une fois, données de Matt Oxley. La pole de cette année était plus rapide que la pole 500 de Valentino Rossi, et je crois même que la première pole MotoGP à RS. Donc ça va, c'est grâce aux pneus évidemment qui sont plus performants, mais ça va quand même très très vite en Moto 2 de nos jours. D'accord. Thomas, ça fait 55 minutes qu'on est sur ce live, ça passe tout seul. Moi, t'écouter, parler de MotoGP, je pourrais y passer la nuit, le jour et bien d'autres encore. Un dernier mot, je sais que toi tu es fan de Moto GP, les motos électriques. J'ai regardé un peu la course d'un œil distrait en finissant une tarte aux poires. J'ai surtout vu des motos dans les bacs à gravier, ça a cartonné mais comme jamais. Alors est-ce que c'est parce que c'est des enclumes inconduisibles ? Est-ce que c'est parce que c'est le début de la saison ? Est-ce que ça intéresse quand même du monde ? Les gradins étaient vides, enfin t'as vu ça quand même Thomas quoi. Toi, tu es un anti-électrique médisant primaire. J'adore ça. Tu seras électrocuté un jour. Chez Energica, on va organiser ça. Ouais. C'est Livia Cevolini qui allumera la machine et tu iras expier tes péchés en enfer. Non, moi je kiffe le Moto E parce que ils mettent les meules en travers. Alors j'ai eu la chance, c'est la dernière moto sur laquelle je me suis traîné sur circuit. Je pense que je vais arrêter là parce que ça devient vraiment ridicule. Je pense qu'un instructeur un peu motivé peut me suivre en virage. Comme j'avais vu William Coste faire une fois avec un de ses plus vieux stagiaires dans un stage de pilotage, il courait à côté dans 180 à Manigour en lui disant non, remets du filet. Voilà. Donc même pour un poireau malhabile, ces motos sont rigolotes, un peu lourdes certes, mais rigolotes. Non, là simplement c'est que elles font 260 kilos et ils ont des slicks en glu taillés dans la masse parce que je sais pas si tu vois, mais c'était les seuls à prendre à être genre coup de par terre sur le vibreur quoi. Ils allaient vraiment en fait comme disait Bradley Smith qui roulait je crois jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans en moto. C'est des trajectoires type Moto 3 hyper tendues, mais bon avec un poids quasiment 3 fois supérieur, 80 kg pour une Moto 3, 260 pour une Moto I. Mais est-ce qu'un pilote peut prendre du plaisir à rouler qu'une moto de 260 kg ouais. Ah ouais. Alors moi déjà ça m'est arrivé au Boulder classique, ma Bimota HB2 faisait 260 kg et j'ai surkiffé. Oui mais c'est pour le côté farce, tu vois, là pour de vrai on parle de compétition. Non, pour de vrai avec des vrais pilotes, des mecs comme Simon Craffard qui est pas dans le championnat et qui est un ancien vainqueur de 500 qui est reporter pitline qui dit c'est d'enfer. Et moi c'est vrai que je les avais vus à Valence, je les ai pas vus longtemps, mais je les ai vus me passer en glisse et tout et ça avait l'air super quand tu sais faire. Et franchement ce qu'ils arrivent à faire avec leur moto de 260 kg, c'est juste ouf. Parce que, alors Michelin a mis les bouchées doubles, leurs pneus, ils sont incroyables. Ils sont à plus de 30% recyclables. Il y a même je crois qu'il y a un peu de peau d'orange, je sais plus, enfin, j'ai pas le dernier dossier de presse, mais il y a des trucs et des composants assez improbables dans leurs pneus. C'est du compost, c'est le pilote sport compost qui mettent sur ces motos-là. Compost combustion, tellement ça marche, le truc. Voilà. Non, mais ils sont à 3 secondes des temps du Moto 3, alors que le moteur thermique, ça fait quand même 160 ans que c'est développé depuis le mot de rechasse. Ou 3 secondes moins vite. Moins vite, mais déjà.
déjà, enfin, c'est top d'arriver à faire. Et là, ils sont en train de faire la prochaine génération de Moto E chez Energica, et dans pas longtemps, vous allez moins rire, les amis. Donc, non. Moi, je dis que c'est beau, que ça fait de la belle course, et qu'on voit. Alors, c'est dommage, le Brésilien qui est fou, Granado, là, il a encore fini au tas. Mais vous voyez son tour de Super Pole, c'est un truc de cinglé. Quand il n'est pas en travers, il est en train de faire, on aurait dit du Gary McCoy, du deux temps électrique. On voit pas les pneus fumés en MotoGP. Alors que là, les mecs, ils sont en travers, ils freinent comme des dingues, et en plus de ça, en Super Pole, ils ont que 2 tours. Ils roulent pas de la journée, les mecs, ils ont une pauvre petite séance d'essai le matin, et ensuite c'est un tour pour mettre les pneus en température et un tour à donf, et ils sont pas tous à l'hôpital. Donc moi, je dis le Moto E, c'est bien. Bon, écoute, on va terminer sur ce message d'espoir et d'amour. Thomas, merci encore. Certains nous disent que tu es un puits de science, que tu es toujours au top. Je partage ces impressions. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Merci pour ça. On se revoit dans 15 jours à l'occasion du débrief du Grand Prix de France. Tu auras la joie d'animer cette émission avec l'excellentissime, et je pèse mes mots, Pierre Orluc. Parce que moi, une sommité. Une sommité. On annonce à nouveau la sortie prochaine du premier magazine de MotoGP édité par Motomag, qui s'appellera GP Mag, sur lequel tu bosses nuit et jour quand tu n'es pas en train de faire le malin dans ta webcam. Pour tout ça, continue. Merci à tous. Vous savez ce qu'il reste à faire. Motomag en kiosque. N'hésitez pas à abonner toute la famille ou à l'acheter et à distribuer à vos voisins. Ça fait toujours plaisir. Merci encore. Mais non, mais c'est important ce message. Ça fait mais c'est crucial. C'est grâce à ça qu'on peut vous faire des émissions. C'est parce qu'on a un vrai travail à côté qui nous permet de gagner des sous. J'ai l'impression d'être un vendeur de cravates en soie sur une porte de province. mais c'est vrai, il y a une réalité économique. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Il y a du débrief de GP dans 15 jours. Avant ça, il y aura des essais, des apéros, d'autres surprises. Merci encore. Bisous sur le casque. Thomas, je te kiffe. À bientôt pour un autre GP. Merci. Mais moi aussi, je te surkiffe. Et puis je kiffe surtout tous vos commentaires qui sont sympa dans la très grande majorité. Ça fait plaisir et ça motive à vous faire des bons articles. Voilà. Allez, on a hâte de lire ça. Ciao. Salut.